Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio, avec toute l'équipe Sud Radio, Philippe Spanghero et Julien Thomas qui nous ont rejoints. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, vous êtes synchronisés, c'est bien, ça c'est le signe d'un bon début. Voilà l'équipe, mais bien sûr, c'est capital. Alexandre Priam est là également. Les yeux fermés. Quentin Cabanis aussi et Hugo Pérez aussi, qui nous fait vivre le fil rouge de Pau-Orthez face à Strasbourg. L'évolution du score, parce qu'on est dans le dernier quart-temps, Hugo. Exactement, il reste 3 minutes 15 dans ce dernier quart-temps. Il y a 82-74 pour les Palois. Voilà, finale de la Coupe de France masculine. On rappelle qu'un petit peu plus tôt, Basketland l'a emporté face à Bourges après 2 prolongations, 91-88. Voilà, les auditeurs Sud Radio aiment le rugby, ils aiment aussi le basket, et on va aussi, bien sûr, ils aiment aussi les places, mon cher Alexandre. Vous avez des places à faire gagner, je crois, hein. Oui, effectivement, on fait gagner 2 places pour Toulouse-La Rochelle. Le match ce sera samedi prochain au Stadium à 21h. Et pour jouer, c'est très simple, hein. 0826 300 300, 0826 300 300. Vous appelez, vous repartez avec vos 2 places, comme tout à l'heure. Isabelle de Montauban, si je me trompe pas, Quentin. Oui. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. 0826 300 300. Et en plus, c'est 5 centimes l'appel seulement. Voilà. Isabelle et Maurice. Et Maurice, oui. Son mari qui est visiblement. Et Maurice, ah oui, c'est vrai que Maurice était content. C'était souvent lui qui répondait quand on posait les questions. Voilà, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio 0826 300 300, excepté Julien Thomas et Philippe Spanghero, bien sûr. Mais ça, on le sait. Voilà, messieurs, quand même, votre opinion, votre sentiment après ce multiplex, après même ces 5 matchs qu'on a vus depuis 14 heures. Peut-être on va commencer avec vous, Philippe Spanghero. Vous étiez à Castres, en plus, physiquement, dans des conditions un peu difficiles. Qu'avez-vous retenu des 5 matchs qu'on a vus? Alors j'ai retenu le caractère castré dans la difficulté aujourd'hui, parce que Clermont a fait un match sérieux. C'était un match important dans la course à la qualification pour le top 6. J'ai retenu la défaillance de Brive à la maison, qui amène toujours cette bagarre là, malgré les matchs qui se passent. On n'y voit pas beaucoup plus clair sur cette course au top 6. Ça se décante pas, on y verra. On aura peut-être quelques autres éléments de réponse après le match de Toulouse contre Toulon ce soir, mais voilà, ça va rester compliqué jusqu'au bout dans la course au top 6. Voilà, et vous, d'autant que Julien Thomas, le Racing qui a mis du temps un petit peu à démarrer, a décroché un bonus certes attendu, mais qui leur fait du bien pour réintégrer et en tout cas pour consolider leur place dans le top 6. Il l'était déjà avant, exactement, mais il consolide. Exactement, François. Non, c'est une équipe du Racing qui a fait le boulot aujourd'hui, hein, à domicile, face à ces Biarro, voilà, qui jouent le bas de classement, et donc il fallait faire le plein de points côté Racing, et c'est ce qu'ils ont fait plutôt bien, parce que quand même il y a eu des actions, et on a vu des essais magnifiques du côté de Paris La Défense, mais pour moi cet après-midi, ce multiplex, et surtout le score de Lyon à l'extérieur à Brive, parce qu'ils avaient pris quand même ça change beaucoup de choses, moi, je trouve, un revers à domicile contre les Toulonnais. Il faut savoir, il fallait quand même aller chercher une victoire pour espérer encore un top 6, et du coup ils y rentrent en étant 6e à l'heure actuelle. Donc le coup de cette journée, les Lyon aujourd'hui. Oui, et puis le CAB qui jouait gros dans la course au maintien, hein, pour le coup. Oui, aussi, on rappelle qu'il y aura Perpignan-Brive la semaine pro. Hein. Ah de toute façon, le Brive est condamné à aller faire un coup à Perpignan là, parce que ça se joue entre les deux. Donc là c'est clair que Brive c'est pas du tout facilité la tâche aujourd'hui, et Lyon a pris le match par le bon bout. Ouais, on rappelle quand même qu'il y a 7 points d'écart entre Brive 12e et Perpignan 13e, et que la journée d'aujourd'hui n'a rien changé à leur position, puisque l'écart reste le même, mais il y a effectivement ce déplacement des brivistes à Perpignan lors de la prochaine journée. Comment analyser Julien Thomas et Philippe Spanghero les résultats du jour quand même en faveur de Lyon? Enfin, pression quand même sur le Stade Toulousain là, qui sort du top 6 avant le match de ce soir. On va pas déflorer l'avant-match de Toulon-Toulouse, mais il y a quand même pression là d'un point de vue comptable. Ah ben exactement.
Exactement, ils sortent du top 6, les Toulousains surtout, parce que quand même, en étant en premier les 3/4 de cette première partie de saison, il y a eu cette période internationale et surtout du 6 Nations qui a fait très mal aux Toulousains, et là, ils se doivent vraiment d'aller peut-être chercher justement des points. Après, il faut noter quand même qu'ils ont une fin de saison plutôt favorable pour le côté toulousain. Ils reçoivent La Rochelle, ils vont à Brive, ils reçoivent Biarritz, donc c'est pour ça que peut-être ce match-là de transfert, on va dire, sur les 3 dernières journées, permet au staff toulousain de faire un petit peu tourner, de mettre au repos les internationaux. C'était le moment opportun, malgré le grand match au stade de Vélodrome. Ouais, moment opportun aussi pour les Lyonnais. Finalement, les Lyonnais font la bonne opération, Philippe Spanghero, mais quand on voit leur calendrier, je parle pas du challenge européen, hein, mais de la réception de Montpellier, déplacement à l'UBB et la réception de La Rochelle, 3 derniers matchs, c'est quand même épais, hein. Ouais, c'est épais parce que c'est que des concurrents au top 6, alors qui vont chacun avoir des choses différentes à jouer. Peut-être que le MHR va devoir consolider sa place dans les 2 premiers pour s'éviter le match de barrage. Peut-être que La Rochelle va batailler sur ce match pour se maintenir dans le top 6. Donc, c'est des concurrents directs. Ils ont fait une partie de leur retard à Brive aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, ils restaient sur un revers quand même très significatif au-delà du score, mais dans la manière à domicile contre Toulon. C'est pas le genre de défaite qu'on peut accepter quand on est un prétendant sérieux au haut du tableau. Donc voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit, mais c'est sûr que ils ont un calendrier plus compliqué que celui de Toulouse dont on parlait juste avant, mais Toulouse a une difficulté de gestion de fin de saison avec cette nécessité de jouer sur les 2 tableaux, parce que la Coupe d'Europe reste un élément important pour le Stade Toulousain. Ils ont affaire à pas mal de casses en plus, donc clairement à la vue de l'effectif, je pense qu'ils n'ont pas coché la case Toulon ce soir. Enfin, on verra. Hein. Les joueurs ont aussi un coup à jouer pour se faire une place. Mais c'est vrai que Toulon qui reviennent très fort, on voit pas comment ce match à domicile pourrait leur échapper. Et puis Toulouse, attention quand même les conditions de jeu qui peuvent niveler le niveau, hein, peut-être Philippe. Non, mais ça va niveler, c'est sûr. Mais en tous les cas, ça favorisera pas le Stade Toulousain. Oui. Ça va niveler, mais ça. Voilà. Oui, c'est tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Petit point basket quand même, finale de Coupe de France masculine. C'est à Paris, à Bercy, et Pau Orthez. On va dire ça sent bon pour les Béarnais. Et ça sent très très bon. Il reste plus que 40 secondes dans ce match et les Béarnais sont en train de mener 91-79 face à Strasbourg. Voilà, on est bien également. Gagné. On est bien aussi pour les supporters du Stade Toulousain. Vous savez que Sud Radio, voilà, vous avez offert 2 places. Et Véronique d'Auterive qui nous appelle. Voilà, bonsoir Véronique, vous avez gagné 2 places pour le match de la semaine prochaine entre le Stade Toulousain et La Rochelle. Félicitations Véronique, bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup, bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Merci de nous être fidèles et félicitations parce que c'est 2 places pour un grand match. Vous avez vu qu'on laisse reposer Dupont-Ntamak ce soir pour qu'il soit là pour vous au Stadium. Ah, mais je suis ravie, mais vraiment très très contente. Je vais pouvoir offrir ces places, une des places à mon ami et je vais pouvoir l'accompagner, donc j'en suis ravie. Vous allez gagner des points vous-même, voilà, en offrant cette place, grâce à Sud Radio en tout cas. Vous êtes supportrice du Stade Toulousain ? Ah bah oui, je suis obligée là. J'adore, non, mais je suis mon ami qui suit ça de très près, donc du coup... Voilà, c'est inespéré d'avoir gagné ces 2 places. Merci beaucoup. On est très heureux de vous faire plaisir, vous et votre amie Véronique, voilà, d'Auterive, et c'était un moment sympa. On espère d'ailleurs que vous vivrez un bon moment. N'hésitez pas, si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, à nous envoyer une petite photo sur le hashtag SRR, voilà, et nous partagerons avec Hugo qui veille sur ça, bien sûr. Nous partagerons vos posts. Merci beaucoup, Véronique, en tout cas, d'avoir été avec nous. 2 places pour le match Stade Toulousain La Rochelle. Encore un petit point sur le basket. Pau Orthez Strasbourg, ce sont les dernières secondes et ça sent toujours très très bon pour nos Béarnais. Exactement, il reste plus que 33 secondes dans cette partie. Les Béarnais mènent toujours 92-80. Attention, il va y avoir un dernier lancer franc pour Strasbourg et oui, ça réduit un petit peu l'écart, 92-81 pour les Béarnais. Voilà, ça semble bien parti et voilà, ça fera un beau tir groupé là après Basketland qui a décroché sa première Coupe de France. Très sud-ouest, hein. Ben oui, très sud-ouest.
Sud-Ouest, très Sud Radio. On est très content pour eux. On va se retrouver dans un instant pour dérouler aussi l'actualité de la semaine, l'actualité sport. On va parler notamment de cette décision du tournoi de Wimbledon d'interdire les joueurs russes et biélorusses du plus vieux grand chelem de l'histoire du tennis. Voilà, ça vous a fait réagir sur les réseaux sociaux. Et on va bien sûr en parler, décrypter cette info avec notre invité Pascal Boniface. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG pour parler de rugby, de toute l'actualité sportive, celle du jour, mais aussi celle de la semaine. Celle du jour, c'est du basket. Pau Orthez, Strasbourg, finale de Coupe de France. Juste le point score, parce qu'on arrive vraiment dans les dernières secondes. On arrive dans les dernières secondes, exactement. Il reste plus que 16 secondes et ce sont les Béarnais qui mènent pour l'instant 94-86. Il va y avoir un dernier lancer franc pour les Béarnais pour essayer de porter le score à 95-86. Voilà, le MAG Sud Radio pour parler de toute l'actualité. L'un des points forts, l'un des temps forts de la semaine, c'est cette guerre diplomatique qui s'intensifie, même dans le sport, puisque les joueurs russes et biélorusses seront exclus du Grand Chelem, sauf rebondissement, sauf retournement de situation du Grand Chelem de Wimbledon. C'est une décision qui a fait parler et qui a fait réagir aussi sur les réseaux, et notamment sur le hashtag SRR, mon cher Alexandre Priam. Ouais, notamment sur la page Twitter Sud Radio Rugby, les joueurs joueuses russes et biélorusses exclus de Wimbledon. Comprenez-vous ce choix fait par le Grand Chelem britannique? On vous a posé la question et vous votez non à 91%, près de 700 votants pour le moment. Vous êtes très très étonné et totalement en désaccord avec cette décision de Wimbledon. On va décrypter tout ça avec Pascal Boniface, notre invité. Juste avant cela, le point final sur cette finale de Coupe de France de basket masculin à Bercy. Et c'est officiel, les Béarnais l'emportent 95-86 face à Strasbourg. Ils remportent donc la Coupe de France de basketball après s'être quand même fait éliminer au 64e de finale l'année précédente. Donc c'est quand même pas un très bel exploit, mais ils ont bien rebondi. Voilà, c'est donc la belle performance de l'élan béarnais, en tout cas de Pau Orthez, 95-86 après le succès de Basketland un peu plus tôt dans l'après-midi. Retour sur le thème dont nous parlions, les joueurs russes et biélorusses exclus du Grand Chelem de Wimbledon. Pour en parler, on accueille, toute l'équipe Sud Radio est contente d'accueillir Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, spécialiste de géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un géopoliticien, on va dire ça comme ça, mais surtout vous êtes aussi un grand amateur de sport, notamment. Vous avez beaucoup écrit sur le football. Tout d'abord, quelle a été votre réaction quand vous avez appris cette décision, c'est-à-dire que le comité directeur, ou en tout cas le comité exécutif de Wimbledon a rejeté la participation des joueurs russes, c'est-à-dire quand même du numéro du mondial Daniil Medvedev, du numéro 6 ou 7 Andrei Roublev, et de plusieurs joueuses aussi qui sont des figures du circuit. 4e mondial. Ouais, 4e mondial. Quelle a été votre réaction, Pascal Boniface? J'étais pas surpris, c'était prévisible, mais j'étais en même temps catastrophé. En fait, les organisateurs du tournoi n'ont fait que, ils ont pris une décision pour se protéger un peu du gouvernement. On sait que Boris Johnson est très en pointe dans le combat contre la Russie. On sait aussi que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a quelques soucis parce qu'il a été pris un peu la main dans le sac dans ce qu'on appelle le Partygate. Pendant que tout le monde était confiné, lui faisait des fêtes, donc il est un peu contesté. Il cherche à sortir. Et donc le gouvernement britannique voulait exiger des joueurs russes et biélorusses, femmes et hommes, pour pouvoir participer au tournoi, de signer un papier comme quoi ils condamnaient la guerre. Or, beaucoup ont de la famille en Russie. Et faire cela, c'était les exposer, leur faire prendre un grand danger. Et donc, les organisateurs du tournoi ont préféré finalement, préempter et les interdire de jouer pour ne pas les mettre devant cette difficulté. Et donc, effectivement, ça fait quand même pas mal de joueurs et de très bons joueurs qui ne pourront pas participer. C'est une décision qui est lourde puisque, pour l'instant, les instances sportives avaient décidé une chose, c'était qu'il y avait une sorte de punition pour les sports collectifs, hand, football, etc. Mais que pour ce qui est des sports individuels, les sportifs pouvaient participer, mais sans qu'il y ait de drapeau, sans qu'il y ait d'hymne, sans qu'ils soient rattachés à la Russie, de participer à titre individuel. C'était prévu pour Roland Garros d'ailleurs. Et là, les Britanniques ont voulu un petit peu se montrer plus sévères que le reste du mouvement sportif, en excluant donc les tennisman et tenniswoman à la fois russes et biélorusses. Oui, est-ce que c'est une décision c'est de la com? On fait de la com là ou Oui, complètement. Ouais. C'est disons se donner bonne conscience à peu de frais.
parce que une fois encore, Boris Johnson étant dans les difficultés politiques, notamment sur le plan moral, il essaye de jouer les moralistes sur l'international en disant que voilà, lui, il ne laisse rien passer par rapport aux Russes, et on sait qu'il est vraiment très à pointe du combat contre la Russie, livraison d'armes, il était à Kiev il y a peu de temps, etc. Et donc là, effectivement, il essaye de polir son image comme étant celui qui se drape du manteau de la morale. Sauf que, en fait, on punit des gens, on ne sait pas quelle est la vie de ces personnes par rapport à la guerre. Certains, d'ailleurs, même ont proclamé leur opposition à la guerre. Et donc, il y a une sorte de voilà, il y a donc une sorte de punition collective qui, très franchement, n'est pas très digne, tout simplement. Alexandre Priam. Et même au-delà, c'est vrai que le tennis c'est un sport particulier parce que c'est difficile de faire plus individuel comme sport, tant on est parfois même recroquevillé, j'imagine à ce niveau-là, à l'intérieur de soi-même, mentalement, parce que c'est un sport extrêmement mental. C'est un sport, par exemple, où on ne joue jamais l'hymne. Même vous gagnez demain, vous gagnez le tournoi de Barcelone, on va pas jouer l'hymne russe si vous êtes russe. La bannière n'est qu'un morceau de drapeau sur parfois des diffusions télévisuelles, mais globalement c'est pour la Coupe Davis ou les Jeux Olympiques, mais pas pour les autres compétitions. Oui, bien sûr. On est dans un sport ultra individualisé. C'est vrai que c'est cette décision-là de Wimbledon. Elle surprend sur ce point-là. Est-ce qu'on peut imaginer, Pascal Boniface, de voir d'autres grandes compétitions individuelles, donc dans d'autres sports, emboîter le pas? Roland Garros, par exemple. Diplomatique, Alors Roland Garros, non, pour l'instant, les organisateurs Roland Garros restent à ce qui a été décidé collectivement par les instances du tennis. C'est-à-dire, on sait que la Fédération internationale de tennis a condamné cette exclusion de ces athlètes, des tennismen et tenniswomen par Wimbledon. Donc, ce n'est pas du tout une décision de la Fédération de tennis qui a condamné cela. Mais donc, pour l'instant, pour Roland Garros, ils pourront participer normalement. Mais le problème va se reposer pour l'Open américain, parce qu'on sait que là, Biden est très en pointe contre la Russie et qu'il devra peut-être suivre son ami Boris Johnson. Et puis on sait également que l'Australie suit un peu diplomatiquement ce que font les États-Unis. Donc il y a peut-être 3 tournois du Grand Chelem qui pourraient exclure les tennisman et tenniswoman russes et biélorusses. Une question de Philippe Spanghero, nos consultants Sud Radio. Oui, bonsoir Pascal, merci pour l'éclairage. Alors, rapidement et de façon totalement naïve, quelle est la différence entre avoir dénoncé publiquement la guerre pour la plupart des joueurs dont on parle qui aujourd'hui subissent ça, et de le réaffirmer à la demande en fait des organisateurs? Je me dis que ça change finalement pas grand-chose, que c'était juste peut-être un moyen pour les organisateurs de se couvrir une deuxième fois après des prises de position qui ont déjà été effectuées finalement. Non, parce que tous les joueurs ne sont pas exprimés. Sur les 15 ou 16, il y a une douzaine ou une quinzaine de joueurs et de joueuses, donc ça fait entre 25 et 30 personnes. Certains ont pris position publiquement, mais si vous êtes résident à Monaco et que vous n'avez plus de famille à Moscou, vous craignez pas grand-chose. Mais c'est un peu le fait d'exiger de chacun de le faire, que sur la quinzaine de joueurs, sur la quinzaine de joueuses, 3 ou 4 prennent position personnellement, c'est une chose. Que l'on exige de chacun eux comme une sorte de mise en accusation collective de le faire, c'est tout à fait différent. Est-ce qu'on assiste aussi entre guillemets à la pression des joueurs ukrainiens, qui sont, ce qui est normal, assez actifs et qui communiquent pas mal. Est-ce que c'est cette pression-là aussi qui a eu raison des joueurs russes entre guillemets? Je ne le crois pas, parce qu'ils sont quand même très nettement moins nombreux que les joueurs russes et biélorusses. Je pense que c'est un coup de com diplomatique. C'est donc au départ, Wimbledon n'a fait que suivre finalement une décision politique de la part du gouvernement britannique, qui a donc dit OK, on veut bien laisser les joueurs venir, mais il faut qu'ils signent cette pétition collective. Et d'ailleurs, les joueurs auront fait un recours en justice, puisqu'il y a des Russes et des Biélorusses qui travaillent en Angleterre et à qui on ne demande pas de faire un tel serment. Et donc, il y a une sorte de discrimination. Donc, il y a des recours en justice, mais qui, on peut penser, seront tranchés postérieurement à la tenue du tournoi, quoique il faut voir. Et puis, il y a un bras de fer entre la Fédération internationale de tennis et les organisateurs. Et il faut voir si Wimbledon ne sera pas sanctionné.
par la fédération de tennis pour avoir pris une telle décision. Oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur l'aspect juridique de cette décision, Pascal Boniface. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer un recours collectif auprès du tribunal arbitral du sport, peut-être, parce que au-delà effectivement de la discrimination qui est semble-t-il attestée, il y a aussi un gros problème de compétitivité sportive. Pourquoi un joueur ne peut pas lui aussi essayer d'aller chercher ses 2000 points ATP, ses 1500 points ATP ou WTA pour tout simplement, il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a une carrière aussi sportive en jeu, il y a beaucoup de paramètres. Est-ce que ça peut relever du TAS par exemple, ce genre de décision? Complètement, parce qu'effectivement là, il y a pas mal de joueurs qui vont perdre des points ATP. Au-delà de la question financière, c'est leur statut qui est en cause. Et donc, effectivement, leur classement, ils vont dégringoler au classement, ce qui peut avoir un impact. Et si cela se répète pour le tournoi aux États-Unis et pour le tournoi en Australie, eh bien, ça va vraiment gâcher les carrières. Quand, par exemple, le gouvernement australien prend une mesure par rapport au Covid, c'est une mesure collective qui s'adresse à tous les joueurs. Donc, Djokovic a été sanctionné, mais disons, cette règle s'applique à tout le monde. Là, on vise spécifiquement des joueurs d'une nationalité. Donc, il y a effectivement un possible recours juridique en discrimination. Pascal Boniface, donc spécialiste des géopolitiques, directeur fondateur de l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour nous décrypter, nous éclairer sur cette décision curieuse de Wimbledon d'exclure donc les joueurs russes et biélorusses de leur tournoi qui aura lieu, on le rappelle, début juillet, comme chaque année depuis maintenant plus d'un siècle que Wimbledon existe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à très bientôt. Retour quand même sur l'actualité chaude avec, on rappelle, la victoire de Pau Orthez en basket face à Strasbourg. Première finale de Coupe de France pour les Béarnais depuis 15 ans. Voilà, c'est une belle performance pour les Béarnais qu'il fallait souligner. Alexandre Priam, oui, vous vouliez revenir peut-être sur l'éclairage de Pascal Boniface ? Oui, non, c'était déjà fort intéressant, et c'est vrai que la Russie sur l'aspect collectif avait fait très peu de résistance à son exclusion, notamment on pense au mondial. Elle avait accepté cette décision d'avoir été bannie du mondial de football qui aura lieu au Qatar. Est-ce que là on peut imaginer peut-être que la fédération russe de tennis va dire on accepte qu'il soit éliminé, parce que là pour le coup la fédération russe qui est censée du coup protéger, et biélorusse qui est censée protéger les joueurs et en tout cas faire valoir leurs droits, sa voix est inaudible au milieu de ce conflit c'est ce que j'allais unilatéral. Pardon de te couper, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que s'il y a on va dire un recours qui est possible, il doit être quand même porté par l'instance qui représente tous ces sportifs. Ça peut pas être des démarches individuelles ou collectives, mais en dehors du cadre de l'instance en elle-même. Ouais, effectivement. Julien Thomas, quand même. Non, mais c'est vrai, François. Non, moi, c'est dérangeant quand même ce sujet du fait que j'ai l'impression que les sportifs sont boycottés, ou alors surtout ils sont pris en otage du fait que la médiatisation, de ces événements, on met au milieu justement ces sportifs qui ne demandent rien, qui n'ont pas du tout l'état d'esprit peut-être de cette guerre et qui Rublev, il avait signé une caméra à l'Open d'Australie en mettant arrêter la guerre. Exactement, et surtout ils en subissent les conséquences d'une part, mais de deux, vu que c'est à l'échelle là professionnelle et médiatisation mondiale à grande échelle, est-ce que juste au niveau en dessous qui se déplace dans notre pays peut-être pour jouer, il y a la même chose? C'est ça aussi la problématique. Tu veux dire qu'un 150e mondial, il a le droit de jouer par exemple un tournoi en Angleterre sans problème? Voilà, s'il n'est pas à Wimbledon, peut-être il va jouer mais, en Angleterre. C'est probable. C'est peut-être le cas. Et voilà, c'est ça la problématique, parce que là c'est médiatique et que finalement ils s'en servent pour réagir. Ouais, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est aussi on veut toujours que les sportifs fassent, quand ils s'engagent, on trouve que c'est pas leur place, et quand ils s'engagent pas sur le terrain politique, on leur reproche. Et quand ils le font, ils se font sanctionner. Donc, je trouve que tout ça est pas évident, et que je pense que il faut respecter les sportifs pour ce qu'ils sont, et quand même le circuit continue, et
les joueurs russes et biélorusses et les joueuses également devraient pouvoir jouer sans aucun problème, d'autant qu'ils se sont exprimés ils ont le droit de s'exprimer et ils l'ont fait notamment avec courage dès le début, parce que je pense que c'est quand même pas facile leur position, même quand on n'est pas d'accord avec la guerre et qu'on l'exprime, ça doit pas être évident. Voilà, merci en tout cas sur ce sujet. On va aller faire un petit tour du côté de Marseille, parce que ce soir le Vélodrome est plutôt tourné autour de l'Oval, puisque le Vélodrome accueille Toulon, le RCT qui accueille le Stade Toulousain, le champion en titre. Voilà, c'est du rouge et noir ce soir. Mathias Merlot, on a quand même juste envie de poser une petite question, d'abord sur l'enjeu, mais un petit peu aussi sur la météo, parce que ça va avoir une influence et une incidence sur le match de ce soir qu'on va vivre sur Sud Radio. Alors pour l'instant ça tient, François, il a plu cet après-midi, mais pour l'instant il y a des nuages menaçants au-dessus du Vélodrome. Il ne pleut plus ici à Marseille, c'est de bon augure, alors que les Toulonnais viennent d'arriver à la reconnaissance et à l'échauffement, et pour l'instant le ballon est un peu moins glissant que ce qu'il a pu être en début d'après-midi. Combien de spectateurs attendus au Vélodrome ce soir, Mathias? 68 000, François, 68 000 personnes. On sera quasiment à guichet fermé pour ce choc entre Toulon et Toulouse. Il va y avoir une grosse ambiance, on a déjà d'y être ici en tribune de presse. Ça va être un choc 100% rouge et noir, vous l'avez dit, un choc important et un choc qui s'annonce magnifique également sur le terrain. Oui, et sur un match de saison régulière, je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mis hors Covid, bien sûr. Fin 2000. Ouais, mais ça fait bien longtemps, Philippe Spanghero, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde pour un match de saison régulière. Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu une affluence comme ça pour un match de phase régulière, et c'est vraiment à souligner, parce que les places ont commencé à partir il y a plusieurs semaines, quand Toulon n'était pas encore en position de ce retour-là du diable Vauvert, j'ai envie de dire. Ouais, je sais qu'Alexandre aime mes citations. C'est toujours un événement au Vélodrome de toute façon. Ouais. Par contre, Mathias, si tu peux prendre l'interview d'un jardinier à la fin de ce match, vu les conditions climatiques. J'ai pas encore vu Sampaoli là, avec son petit bonnet qui va arriver pour faire sortir tout le monde, là, toutes ces brutes épaisses qui vont venir faire des mêlées sur son pré, mais on verra bien pour l'instant. La pelouse a l'air de bien supporter le choc. Je vous signale que les jardiniers doivent transpirer, mais le RCT aussi, parce qu'il doit y avoir une très grosse caution sur la pelouse. Ça peut coûter très cher au RCT aussi. Voilà, on va se retrouver dans un instant, messieurs. Merci Mathias, à tout à l'heure, bien sûr, pour revenir plus profondément dans la match. Diane Herrero également nous rejoindra. Dans un instant, on va parler de rugby féminin et notamment de la belle performance des Bleus qui vont, comme les garçons, il y a un mois, jouer le Grand Chelem. Ce sera la semaine prochaine face à l'Angleterre. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG avant le grand match ce soir, Toulon face à Toulouse, 21h05 le coup d'envoi à vivre sur Sud Radio. Mais là nous revenons sur les temps forts de la semaine et du week-end. Et l'un des temps forts, c'est la victoire des Bleus, les Françaises, dans le tournoi Destination. 4e journée, victoire au Pays de Galles à Cardiff hier, 33-5. C'était en prime sur France 3 et c'est avec nous qui est Céline Ferrer ce soir sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et félicitations pour ce 4e succès en 4 journées. Ça veut dire que vous vous mettez la pression là. Il va falloir jouer le Grand Chelem contre les Anglaises. Ah ben il va falloir, oui. En tout cas, on va tout faire pour. Ouais, vous l'avez fêté quand même cette victoire au Pays de Galles, parce qu'on a senti de temps en temps un peu de nervosité dans votre jeu hier face aux Galloises. Bon, on l'a pas fêté parce qu'on a un gros match à faire le week-end prochain, mais on a su se retrouver ensemble au moment du repas, voilà, et profiter un petit moment de partage, donc voilà, bien sympathique entre nous. Oui, c'était un de, vous le mettez comment, vous le classez comment ce match sur l'échelle des 4 que vous avez joué? Il y a eu l'Italie, il y a eu l'Écosse, il y a eu l'Irlande et le Pays de Galles. Bah, il y a du mieux, je pense que sur les 4 c'est délicat parce qu'on fait plutôt une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps qui est moins aboutie. Donc bon, il y a dans tous, on va dire qu'il y a du bien à prendre et du moins bien. Alexandre Priam, peut-être une petite question pour Céline Ferrer, deuxième ligne du 15 de France. Bonsoir Céline. J'imagine quand même que depuis le début du tournoi, alors bon, je pense pas que vous le dites tous les jours, mais que ce match à Bayonne face à l'Angleterre, il est coché sur un calendrier, il est coché. Est-ce que cette idée-là d'être maintenant certaine d'avoir cette finale-là
à Bayonne, à Jean Daugé, à guichet fermé depuis plusieurs semaines. Les planètes semblent s'aligner. Il manque plus que maintenant, il reste 80 minutes, quoi. C'est tout. Est-ce que vous pensiez à Bayonne depuis maintenant plusieurs semaines ou vous étiez vraiment match par match? Vous pouvez nous dire la vérité, hein. On est sur Sud Radio, on parle vrai. Non, forcément, on avait toujours ce grand match dans un coin de la tête. Voilà, maintenant on voulait pas se tromper. Et forcément, je vais vous répondre avec une réponse forcément banale en disant oui, on a abordé chaque match un par un pour être sûr de pas se tromper et de pouvoir savourer ce dernier match, ces dernières 80 minutes qui nous restent. Question de Julien Thomas, notre consultant Sud Radio, ancien demi-de-mêlée de Montpellier notamment. Voilà. Oui, non, mais c'est une équipe de France qui excelle surtout et surtout les derniers matchs face à l'Angleterre, c'est quand même un petit peu la bête noire. Hein. Il me semble que le dernier tournoi, il y avait eu une victoire anglaise, mais à l'extérieur. Donc là, petit avantage à domicile. Est-ce que ce match et justement cette finale va vous permettre aussi de préparer la future Coupe du Monde? Parce qu'il y a un grand objectif qui arrive prochainement et très vite surtout. Forcément, oui, tous les matchs nous permettent de se préparer. Voilà, on avait un premier bloc qui était plutôt dans le développement, voilà, encore faire tourner le groupe, tout ça. Et là, ce bloc 2 avec les deux matchs, donc Pays de Galles et Angleterre, où l'équipe va sûrement moins tourner pour tout simplement pour préparer la suite, les prochaines échéances et voilà, une belle Coupe du Monde à venir. Philippe Spanghero pour Céline Ferrer. Non, pas grand-chose de plus à dire. Surtout bravo, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat, parce que on parle quand même depuis quasiment le début du tournoi de ce match en apothéose contre l'Angleterre. On l'avait prédit depuis des semaines ce scénario. Mais bon, il faut être au rendez-vous quand inconsciemment, voilà, on a tendance justement à se projeter un peu trop loin. Et elles ont eu beaucoup de caractère sur tout ce tournoi. Et on sent que c'est un groupe qui est très mûr là pour les grosses échéances. Et elles en ont une très importante là contre l'Angleterre, qui est le meilleur ennemi de cette équipe de France féminine. Et puis voilà, il faut répondre aussi à cet engouement du public dont on parlait hier. Donc voilà, bravo parce que vous êtes vraiment au rendez-vous. Et puis on sera tous derrière vous ce week-end pour une belle fête, on l'espère. Et les garçons vous ont montré la voie. Hein. C'est ça, exactement. Vous avez plus d'excuses. Céline Ferrer, est-ce que vous avez déjà concrètement là, vous êtes entré dans la préparation de ce match contre l'Angleterre qui aura lieu samedi prochain à 15h15 à Bayonne, à Jean Daugé? Oui, complètement. Là, on est rentré début d'après-midi de Cardiff. Et voilà, on vient juste de boucler la vidéo, donc forcément en voyant ce qui a été, ce qui a été moins bien, et forcément se servir de tout ça pour basculer sur ce prochain match qui nous attend. Vous ferez quoi demain à 13h? Demain à 13h, sûrement de la vidéo et déjà pour voir les derniers matchs des Anglais. Et oui, parce que c'est le coup d'envoi du match Angleterre-Irlande, voilà, qui aura lieu. Elles auront quand même 2 jours de moins de récup, là. Tout à fait. C'est pas mal. Eh bien, tant mieux pour nous. Oui, on est content. Tout à fait. On a l'impression quand même que ce tournoi 2022, on sait qu'il y a de plus en plus de joueuses qui sont semi-professionnelles, on peut dire ça, Céline, mais on a l'impression quand même que l'effectif s'élargit, que vous pouvez faire tourner et qu'il y a une homogénéité de plus en plus grande dans le groupe France. Vous le ressentez comme ça aussi de l'intérieur? Oui, complètement. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir doubler, voire tripler chaque poste, tout simplement pour pouvoir subvenir à chaque événement qui serait malheureux pour une des joueuses, forcément. Vous savez si vous allez être aligné, ça sera quand la compo? Ça, on va le savoir en interne début de semaine et après ça sera dit au grand public sûrement milieu de semaine, je pense. Bon, oui, Alexandre. Ouais, juste une petite question sur le placement de ce tournoi, parce que maintenant c'est vrai qu'il est un mois et demi après celui des garçons et des U20. On aurait pu un peu s'indigner en se disant pourquoi elles n'ont pas le droit de jouer en même temps que les autres entre guillemets, mais au final je me demande, et du coup je pose la question à la fois à Céline Ferrer et à Philippe Spanghero, qui est plutôt spécialiste sur le rugby business. J'ai quand même l'impression que l'exposition est meilleure, que l'idée que vous soyez seul sur ce créneau international rend du coup l'exposition plus intéressante, plus visible. Je sais pas comment vous le percevez, Céline.
Oui, complètement. Je pense que au début, on était un petit peu sceptiques parce qu'on aimait bien l'idée, voilà, de pouvoir faire tous les 6 nations, que ce soit les U20, les garçons et nous, sur le même moment, quoi, en fait. Et là, le fait est, voilà, d'être un petit peu plus tard. Finalement, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de gens qui nous suivent, qui sont derrière leurs écrans et qui viennent aussi dans les stades. Donc c'est super. Céline Ferrer, vous jouez pour le Stade Toulousain. Ce soir, il y a le Stade Toulousain garçon qui se déplace à Toulon. Quand même, oui. On a envie d'avoir juste votre pronostic, au moins votre sentiment. Une victoire pour Toulouse, ça semble évident. Oui, mais même s'il n'y a pas tous les internationaux, voilà, vous pensez que la profondeur d'effectif du Stade Toulousain peut faire quelque chose aujourd'hui, ce soir au Vélodrome? Oui, je pense, en tout cas, j'espère. Voilà, ils ont quand même montré qu'ils avaient du caractère. Après, forcément, c'est toujours mieux quand il y a les internationaux, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont les cartes en main pour pouvoir faire un bon match et pourquoi pas se donner les moyens de ramener une victoire. Il y a des liens entre les garçons et les filles au Stade Toulousain. Enfin, vous communiquez ou en tout cas vous travaillez peut-être de façon conjointe. Ça arrive ? Alors, moi, je suis arrivée il y a 4 ans maintenant sur Toulouse, donc c'est vrai que c'était un petit peu dans la période Covid. Donc, c'était compliqué déjà parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires d'entraînement. Mais quand on se croise, on échange un petit peu, voilà. Mais sur les entraînements, pas encore. On a eu quelques entraîneurs qui sont venus nous faire des petites visites aux entraînements qu'on avait nous le soir. Mais sinon, pas plus d'échanges que ça, non. Bon, en tout cas, on vous félicite pour vos matchs avec les Bleus et on espère que les Toulousaines dont vous faites partie dans cette équipe de France, auront le même impact, voilà, pour mener le 15 de France féminin vers le Grand Chelem. Ce sera samedi, on le vivra bien sûr sur Sud Radio, 15h15, France-Angleterre à Jean Daugé. Et on vous remercie d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe, tout le staff du 15 de France. Et voilà, bonne semaine, bonne préparation pour ce choc contre le 15 de la Rose féminin. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous, bonne soirée. À très bientôt. À suivre, bien sûr, sur Sud Radio avec toute l'équipe Sud Radio, Philippe Sanguero, Julien Thomas, Alexandre Priam et Quentin Cabanis. À suivre l'avant-match entre Toulon et Toulouse. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec toute l'équipe Sud Radio, bien sûr, pour continuer notre tour de l'actualité dans le MAG et aussi monter vers le match Toulon-Toulouse depuis le Vélodrome. C'est un événement, on le disait, on va en parler dans un instant avec Mathias Merlot. Mais on rappelle quand même l'équipe qui est autour de la table. Il y a Julien Thomas, il y a Philippe Spanghero, il y a Alexandre Priam, bien sûr, Quentin Cabanis est là, et puis Hugo Pérez. Bien sûr, les réseaux sociaux, le hashtag SRR, Sud Radio Rugby, bien sûr, pour interagir avec nous. Direction le Vélodrome. Voilà, normalement il y a du foot, mais ce soir le Vélodrome va rimer avec rugby. 68 000 spectateurs, c'est ça, Mathias, ce soir. On s'en fout entre guillemets du côté Marseille, côté du mauvais temps. On va au rugby parce que ce soir c'est la fête. Exactement, c'est la fête déjà sur le parvis Garnet avec plusieurs animations. Des animations qui ont fait venir beaucoup de monde en avant-match. Ça a bu beaucoup de coups aux alentours du Vélodrome. Ça a été un grand plaisir de voir tout ça. Il y a eu également la présentation. Non, moi je suis resté sérieux, François. Toujours sérieux avant de travailler. Et du coup, il y avait la présentation du. Par contre, après. Ouais, voilà, après on se tâchera un peu plus. Il y avait la présentation du trophée Webb Ellis, il y avait le bouclier Brennus qui était présent également, que les gens ont pu prendre en photo. Puis après, tout doucement, ces supporters se sont dirigés vers l'enceinte du stade Vélodrome, qui pour l'instant est encore, il y a encore pas beaucoup de monde dans cette enceinte. À moins d'une heure du match, ça va se remplir au fur et à mesure pour cette grosse affiche entre Toulon et Toulouse. On a hâte d'y être, on compte les minutes avant le début de cette rencontre. Ouais, c'est un peu à l'anglaise, on vient au dernier moment au Vélodrome, c'est ça, hein, on a le flegme britannique, c'est bien connu. Surtout voilà. on profite qu'il ne pleuve plus. Surtout on profite qu'il ne pleuve plus pour aller voir des coups, parce que pour l'instant ça se maintient et les nuages sont en train de partir complètement. Donc on peut voir un match sans pluie ce soir au Vélodrome et ça serait beaucoup mieux que pour le spectacle. Mathias Merlot, est-ce que ce soir Toulon joue un peu son match de phase finale parce que en étant 9e, 51 points, compte tenu des résultats du jour, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir là pour les Toulonnais.
C'est un 32e de finale pour le RC Toulon. Les phases finales, oui, ont déjà débuté du côté du RC Toulon depuis plusieurs week-ends. Hein, ils le savent, les Toulonnais, chaque week-end, il y a un match couperé devant eux. Donc oui, ce soir, ce sera Toulouse, un nouveau match couperé dans une enceinte du Vélodrome acquis à leur cause. Ils n'auront pas le choix, il faudra gagner pour continuer à espérer le top 6. Mais il y a aussi l'objectif du top 8 et de se qualifier pour la Champions Cup en fin de saison, ce qu'ils n'avaient pas su faire la saison dernière. Ouais, Julien Thomas, votre regard sur Toulon. Toulon, c'est un match de prestige où réellement on croit qu'on peut encore rentrer dans le top 6, soyons honnêtes. Ah mais ils sont convaincus même. C'est une équipe de Toulon qui est revenue sur le devant de la scène et qui part tellement de loin dans ce championnat et qui était tellement dans les entraves un petit peu de ce top 14 avec ces changements, les retournements de situation de staff, etc. Les blessures qui ne nous ont pas aidés en début de saison. Là, il y a quand même pas mal de cadres qui sont revenus. Il y a eu Azema qui a remis un petit peu sa patte et qui a mis un petit peu de l'ordre et beaucoup d'ordre même dans ce vestiaire. Et dans le jeu, surtout les Toulonnais. Donc, ils y croient dur comme fer, ces Toulonnais. Maintenant, c'est sûr que comptablement, il va falloir gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison, ces 3 derniers matchs, et notamment ils ont des déplacements à l'UBB et au Racing, le dernier match, et une réception de Pau. Donc, un calendrier quand même assez costaud. Mais en tout cas, c'est une équipe qui y croit parce que j'ai pu prendre 2-3 infos avec des mecs qui sont en Citez vos sources, Julien Thomas. Hein, vous n'avez pas honte de parler aux joueurs, Julien Thomas? C'est interdit. Je ne suis pas. C'est des copains. Je ne suis pas journaliste. Je suis juste consultant. Est-ce que c'est un copain qui fume ou pas? Je crois savoir qui c'est alors. C'est des copains qui sont très contents d'être au Vélodrome aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, Philippe. Qui a un prénom que t'apprécies, j'imagine, Julien. Voilà. Philippe Spanghero, justement sur les chances réelles du RCT là, c'est ce soir un peu le climax en top 14 pour les Toulonnais. Ouais, c'est ce soir. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui a tout changé, c'est ce match au-delà du plan comptable, c'est ce match au Loup où on s'est dit cette équipe, elle est retrouvée et elle est capable d'aller gagner n'importe où avec la manière. Donc on s'est dit, finalement, peu importe ce qui leur reste jusqu'au bout de la phase régulière, ils sont capables, en jouant comme ça, d'y arriver. Et c'est vrai que du coup, ça a créé beaucoup d'attentes, mais à la fois c'est un peu cruel parce que ils partent tellement de loin, le RCT, cette année. C'est une discussion qu'on aurait trouvé surréaliste il y a encore 2 mois et demi, de savoir s'ils allaient se qualifier ou pas, que finalement ils en sont tellement convaincus maintenant qu'ils peuvent y aller que s'ils n'y arrivent pas, ça va créer du déceptif. Et c'est un peu dommage parce qu'il faut pas oublier à quel point cette saison elle a été douloureuse pour eux. Et moi je pense en effet raisonnable de viser le top 8 parce que il faut jouer la Champions Cup quand on est une grosse écurie comme Toulon et qu'on a autant de joueurs d'envergure dans son effectif. Il faut jouer la Grande Coupe d'Europe. Ça, c'est déjà l'objectif principal et qui n'était pas acquis il y a encore quelques semaines. En effet, je pense qu'ils en ont les moyens à la vue de ce qu'ils nous ont montré ces derniers matchs, mais ils partent quand même de très très loin et il ne faut pas l'oublier. Nous ne l'oublions pas et nous sommes là pour le rappeler, bien sûr. Alexandre Priam, est-ce que vous voulez faire un petit tour de table de l'actualité ou pas? Ou 20h08 oui. Hein, on va revenir bien sûr sur ce choc. Mathias, allez vous restaurer peut-être avant qu'on vous retrouve, bien évidemment, mais vous n'allez pas autour du stade avec les supporters. Vous restez là et vous restez tranquille. Attention. Voilà. Et puis ne volez pas Mathias. On se retrouve dans un instant et on entrera bien sûr dans le détail, notamment les compositions d'équipe côté toulonnais, parce que l'équipe est belle, l'équipe annoncée, on y reviendra. Le tour de table de l'actualité, tiens, pour vous, on le fait un peu dans le désordre ce soir, mais parce que nos invités, Pascal Boniface, Céline Ferrer, avaient aussi des agendas un peu compliqués, donc on a un peu modifié l'ordre des séquences. Et vous le savez, chaque semaine, bien nous revenons sur un des temps forts de l'actualité, en tout cas celui qui a marqué nos consultants. Julien Thomas, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? On s'adapte, François. Mais oui, c'est ça. L'intelligence situationnelle. Sud Radio, c'est du haut niveau, c'est le rugby de haut niveau, donc forcément on s'adapte, voilà. Non, je suis parti sur le cyclisme, le vélo que j'apprécie, comme vous savez, et il y avait le Tour des Alpes, donc pour une fois qu'on peut en parler un peu plus, c'est surtout Thibaut Pinot qui est revenu sur le devant de la scène après des complications et des maux de dos en 2021. Et un début de saison un peu dans l'ombre. Là, il a remporté cette étape avant-hier sous la pluie, en faisant vraiment
une échappée un peu solitaire et puis après avec David de la Cruz, et finalement il a réussi à se mettre dans le droit chemin et à mettre les cannes pour le sprint final, et cette étape lui est chère pour sa carrière, il disait, parce que le fait que ça fait plus de 3 ans qu'il n'avait pas gagné forcément une étape, c'était la dernière au Tourmalet, et surtout un second Français qui gagne le Tour des Alpes, c'est Bardet. Lui, par contre, c'est le classement général. Donc, j'ai l'impression que les Français commencent à être bien physiquement, et vu qu'on s'approche du Tour de France, ça peut apporter quelque chose de positif. Question quand même, parce que moi je suis un néophyte et je me suis pas trop intéressé au Tour des Alpes, mais quelle est la valeur de cette compétition? On salue bien sûr la performance de ces deux coureurs dont vous venez de parler. Bien sûr, de grands Français. Oui, et dont le public attend beaucoup, notamment au Tour de France. Mais quelle est la valeur du Tour des Alpes? Mais le Tour des Alpes, c'est surtout que ça grimpe, donc c'est vraiment pour les coureurs de montagne comme Thibaut Pinot et surtout Bardet. Mais finalement, c'est dans ces classiques, on a vu Paris-Roubaix, Bastogne-Liège qui est la Flèche Wallonne aussi, et c'est dans ces classiques d'avant Tour de France qui se préparent et qui commencent à mettre dans leur calendrier, on va dire, de l'état de forme jusqu'au Tour de France pour être le plus performant le jour J. Donc Pinot d'avoir gagné hier, ça le remet. Disons que c'est une course de spécialiste, quoi. C'est une course de spécialiste de grimpeur, quoi. De grimpeur, ouais, tout à fait. Donc tu te jauges face à des cyclistes qui te ressemblent au final. Quand même, il y avait des grands grimpeurs, ouais, tout à fait. Donc ça te met et ça met une confiance, bien sûr, dans les classiques avant le Tour de France. Ouais, et en plus, ce qui est beau dans l'histoire de cette course de cette semaine, c'est que Thibaut Pinot, il s'est fait rattraper sur l'avant-dernière course qui semblait lui être promise. Il s'est fait rattraper dans les derniers 900 mètres. Il a terminé la course en pleurs, en interview d'après-course. On l'a senti anéanti. Et le lendemain, il y retourne et il s'impose cette fois. Et là, vraiment, on le sentait libéré. En 2 jours, c'était plus le même homme, Thibaut Pinot, qui revient, donc qui retrouve le succès. Et il l'a dit lui-même. Voilà, il y a eu pas mal de pépins sur cette course, mais j'ai réussi à gagner. Je peux vous dire que ça fait du bien. Ouais, on va parler Bill Bloquet tout à l'heure. On verra Quentin si vous êtes si vous êtes aussi bavard. Philippe Pansmanguero, votre tour de table, vous, cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué? Ben moi, ce qui m'a marqué, alors c'est un peu original, c'est simplement un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule. Non, je vois que je vous effraie à chaque fois que je fais des petits teasings comme ça. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il est tôt. N'ayez pas peur. Non, c'est simplement un petit coup de gueule dont on a malheureusement trop l'habitude, mais qui concerne le peu de place qui a été laissé au sport dans le débat présidentiel. Voilà, j'aimerais quand même que nos dirigeants politiques comprennent à quel point les enjeux du sport sont importants dans les enjeux d'éducation notamment, et à quel point ça peut répondre à des enjeux majeurs de société. Et j'ai été un peu déçu de voir le peu de temps qui avait été consacré cette semaine. Il y a eu une allusion dans le débat de l'entre-deux tours entre les deux candidats et prétendants au poste. C'est c'est le président sortant, Emmanuel Macron, qui a parlé des 30 minutes de sport à l'école, qui est une mesure qui a été développée par Paris 2024 et notamment par sa directrice de l'héritage, Marie Barsac, donc qui effectivement se développe, et elle a été reprise par le président. C'est la seule allusion au sport qu'il y a eu dans le débat en presque 3 heures d'émission. C'est peu, effectivement, quand on sait quand même qu'on accueille les Jeux Olympiques dans 2 ans et la Coupe du Monde de rugby dans 1 an. C'est un peu désolant, en effet, quand on voit tous ces événements d'envergure mondiale qui nous attendent, ce que ça représente en termes d'investissement, d'infrastructures qui vont être des outils exceptionnels dont on va pouvoir bénéficier et sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Bon voilà, ça reste un sujet. Le monde du sport va devoir être en bagarre permanente pour faire entendre sa voix et l'importance qu'il a à jouer. Voilà. Ouais. Un petit tour de table en quelques mots, Alexandre.
Oui, pourquoi pas. C'était pas prévu, mais il y a quand même un sujet moi qui m'a. Mais l'imprévu aussi fait partie du sport. Bien sûr, et on est en direct évidemment sur Sud Radio, donc c'est passionnant. Si quand même revenir sur entre guillemets la non-élection pour Rudy Gobert de meilleur défenseur de l'année, c'est du basket, de la NBA. Il a dominé toutes les statistiques. Il n'a jamais fait une saison défensive aussi forte, et il n'a pas remporté ce titre de défenseur de l'année. Je sais que Quentin, tu peux t'associer toi aussi à ce tour de table. Rudy Gobert qui est donc un des meilleurs intérieurs, il fait quand même 2m15 de la NBA, du basket mondial, et aujourd'hui il est dans une équipe qui est censée sur le papier très bien fonctionner, mais il ne touche plus de ballon. Il est oublié. Il est trop grand sur un parquet, il est peut-être trop grand. La dernière fois on lui a donné le ballon, il l'a pas mis. Bon, non mais pour le coup ça peut être dit sur le ton de la rigolade, mais tu as raison en fait. Le truc c'est que tu as raison François, c'est qu'il est trop grand, c'est que son style de jeu ne semble pas coller avec des intérieurs plus petits qui sont shooters. Aujourd'hui, la place de Rudy Gobert en NBA, elle n'est peut-être plus dans son équipe du Utah Jazz de Salt Lake City. Je sais pas si tu partages toi Quentin. Bah il y a une stat qui est folle dans cette équipe, ça concerne Donovan Mitchell, le meneur d'hommes de cette équipe, on va dire. Il perd plus de ballons par match qu'il ne fait de passes à Rudy Gobert. Voilà. Et on parle pas de passe décisive, qu'il lui donne la balle. Il alors lui c'est donne le la meneur. balle en moyenne 3 fois par match et il perd la balle 3, ou 3,7 fois par match en moyenne. Donc il fait plus souvent la passe à l'adversaire. Vous m'avez perdu. En gros, il fait plus souvent la passe à ses adversaires qu'à son coéquipier. La stat n'est pas du tout dans l'esprit du tour de table. Alors moi j'ai un tour de table, voilà, et je vais vous le donner. Si vous ne connaissez rien au tennis, intéressez-vous quand même à un jeune homme qui s'appelle quand même Alcaraz, Carlos Alcaraz. Bah évidemment. Non mais toi tu suis Alexandre, mais c'est vrai quand même que c'est un phénomène. Il va avoir 19 ans dans le 5 mai, donc il est tout jeune. Hier, il a quand même mis, on peut le dire, une rouste à Tsitsipas, même en 3-7 quand même, qui est, on va dire, le meilleur spécialiste de terre battue par rapport à, enfin, on va dire quand Nadal n'est pas là. C'est impressionnant de voir, on va dire, la qualité, la puissance de la frappe de ce jeune homme qui, on va dire, est stratosphérique. Et vraiment, ça mérite, même si on n'est pas spécialiste de sport, même si on n'aime pas, regardez ce jeune homme. Il fait aussi des amortis absolument incroyables. Et c'est une tête bien faite, quoi. Un alliage de puissance et de finesse qui est assez rare. Et je vois pas comment, sauf blessure, je vois pas comment le fauteuil de numéro 1 mondial va, enfin, voilà, là il va rentrer dans les 10 après ce tournoi de Barcelone. Mais c'est assez impressionnant quand même de voir voilà, il est pas comme les autres en tout cas. Et la puissance de sa frappe est absolument phénoménale, et c'est à regarder si jamais vous ne vous intéressez pas à ce sport merveilleux. On va se quitter. C'était sympa tout ce tour de table. On avait des choses à dire. En tout cas, toujours. François, l'ovni du tennis alors. Ah non, mais là c'est, ça fait un moment. J'ai pas découvert hier soir, mais c'est quand même, mais d'avoir autant d'avance face à des adversaires de ce calibre, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai que ça mérite de regarder parce que c'est, voilà, il fait pas tout à fait, je sais pas, il lutte pas dans la même catégorie en tout cas par sa puissance et même la vitesse de son déplacement aussi qui est assez impressionnante. Voilà pour ce tour de table. Nous soyons pas trop longs quand même.